Boa tarde a todas e a todos. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao sexto webinar do Projeto Maia. Desta feita dedicado à temática a classificação ao serviço da aprendizagem e do ensino. O meu nome é Eusébio André Machado, sou o coordenador nacional do Projeto Maia, projeto de monitorização, acompanhamento e investigação em avaliação pedagógica. E hoje terei o privilégio de moderar este webinar, que contará com a participação de Fátima Braga, da equipa central do Projeto Maia, e de Rafael Pasquini, professor associado da Alta Escola Pedagógica do Cantão de Vaud, Lausanne, cujas apresentações farei mais adiante. Para já, gostaria de justificar a importância, mesmo de forma muito sucinta, da temática escolhida para este sexto webinar. No dossiê de síntese da última conferência Consensus, que teve lugar em Paris em novembro de 2022, dedicada justamente ao tema da avaliação em sala de aula ao serviço da aprendizagem dos alunos, os autores consideram que uma das condições para colocar a avaliação ao serviço das aprendizagens é, passo a citar, tornar a nota útil à aprendizagem e ao ensino. O que a investigação mais recente tem vindo a mostrar é a necessidade de se ultrapassar algumas falsas e até inúteis dicotomias no campo da avaliação das aprendizagens, entre as quais avulta a mais importante de todas, que é a dicotomia entre avaliação formativa e avaliação sumativa. Aliás, há quem comece a considerar que esta distinção já não é pertinente. O que é pertinente é colocar-se a avaliação, seja formativa, seja sumativa, mesmo de natureza classificatória, ao serviço das aprendizagens. Dar passos significativos e válidos nesta visão da avaliação e, em particular, da classificação, no qual, de resto, se concentra, paradoxalmente, uma parte muito relevante da vida das escolas e do trabalho dos professores, implica seguramente uma abordagem mais pedagógica, mais intencional e mais coerente, tendo em conta o currículo, o ensino, a aprendizagem e a avaliação. Trata-se, pois, de encontrar caminhos para uma classificação que seja mais rigorosa, mais transparente e mais pedagógica, ao serviço, naturalmente, das aprendizagens dos alunos. É, pois, este o principal desafio que foi colocado aos nossos dois convidados e para o qual tenho para certeza que nos trarão contributos inovadores, esclarecedores e úteis para o trabalho diário com os nossos alunos na sala de aula. Dito isto, passo então a apresentar a primeira interveniente, Fátima Braga, a qual, como já disse, para além de membro da equipa central do Projeto Maia, é doutorada em desenvolvimento curricular pela Universidade do Minho, professora do quadro da Escola Secundária Henrique Medina, Esposende, consultora do Serviço de Apoio à Melhoria das Escolas na Universidade Católica Portuguesa e investigadora da Fundação para a Ciência e Tecnologia. Passo então a palavra à Fátima, que fará uma intervenção sobre a designação, classificação e notas, o alinhamento com o currículo, o ensino, a aprendizagem e a avaliação. Olá, Fátima, a palavra é tua. Obrigada, André. Quero saudar todos os que seguem este webinar. Rafael Pasquini, cujo pensamento me ajudou a fazer a síntese que hoje aqui apresento. Vou então partilhar com vocês hoje uma revisão de literatura que começou quando, em 1996, Paul Black e Dylan Wiliam nos mostram a distinção entre a função formativa e sumativa de avaliação e foi-se desenvolvendo até aos escritos de 2022, nomeadamente com autores como Susan Bruckert,
que distinguem da seguinte maneira a classificação e a avaliação. Dizem elas, diz Susan Bruckert e os seus colaboradores que em 2016 participaram num estudo de revisão de literatura sobre os últimos 100 anos de investigações sobre classificação, que a classificação é uma forma de avaliação que consiste na associação de símbolos a trabalhos dos alunos ou a conjuntos de desempenhos dos alunos. Por exemplo, a classificação atribuída, a nota atribuída no final de um período letivo ou de um ano. A este propósito, Laura Link e Thomas Guski acrescentam uma distinção que é importante. Dizem eles, no entanto, a avaliação e a classificação têm propósitos distintos, porque se a avaliação faz uma apreciação do desempenho dos alunos, a classificação comunica os resultados dessa avaliação através de símbolos, através de notas. Aliás, se lembrarem do nosso Decreto-Lei número 55 de 2018, no seu artigo 24, diz justamente a avaliação sumativa traduz-se na formação de um juízo global, tendo como objetivo a classificação e a certificação. Ainda nesta linha, e centrando-nos agora concretamente sobre a classificação, percebemos que os resultados da aprendizagem, a que os autores chamam Learning Outcomes, são a base de qualquer sistema de avaliação, abrangente e equilibrado, e a referência relativamente à qual a informação recolhida pelos professores sobre a aprendizagem dos alunos deve ser interpretada. E esta transcrição é muito importante porque ela mostra-nos que a nota do aluno deve comunicar de modo muito claro os resultados das aprendizagens e deve realmente traduzir esses resultados num nível para mostrar qual o patamar em que se encontram no momento em que a nota é comunicada aos pais, aos alunos, aos encarregados de educação. Decorre daqui, e vários autores nos dizem, Susan Bruckert, Thomas Guski, o Dylan Wiliam, Pasquini, que a classificação deve ser pedagógica, tal como a avaliação que fornece os dados que as notas comunicam é pedagógica. E decorre destes estudos que diferentes vozes nos mostram que o pensamento dos professores já assume perfeitamente que o processo de ensino, de aprendizagem e de avaliação, nisto que a avaliação tem como juízo global, está perfeitamente assente no juízo, no raciocínio dos professores, que tem que ser um processo pedagógico. Mas dizem eles, pelas investigações feitas, pela escuta dos professores, nós percebemos que quando se trata da classificação, parece que este juízo pedagógico, maioritariamente já orientado por critérios, parece que para e se volta a um raciocínio normativo que nada tem de pedagógico. E como disse o André na sua intervenção inicial, é precisamente esta lógica que é preciso romper e estender o caráter pedagógico a todo o processo, incluindo a classificação e a atribuição de notas. Trata-se, pois, de conseguir um alinhamento entre o que está escrito no currículo, o que é ensinado, o que é aprendido, o que é avaliado e o que é classificado. E esse alinhamento faz-se todo ele através de uma abordagem criterial. É um pensamento que eu tentei traduzir-vos num esquema, num processo, que mais não é do que um processo de pensamento, que está descrito num texto que muito brevemente será divulgado sobre esta mesma temática, mas que, para vos apresentar aqui num tão curto espaço de tempo, precisei de o esquematizar. Então, este alinhamento começará por uma análise do currículo,
nós temos os decretos-leis 55 e 54, temos as portarias 225, 223, 226 e 235 que regulamentam o 55, temos os referenciais curriculares nacionais, o PASE, as aprendizagens essenciais, a ENEC, os perfis profissionais, que nos dizem todos eles quais são os objetivos de aprendizagem que os alunos têm ao longo da escolaridade obrigatória e quais são as aprendizagens que eles têm que realizar, nomeadamente as competências, incluindo conhecimentos, capacidades e atitudes. E é com base nesta análise do currículo que os critérios podem ser definidos pelas escolas e agrupamentos. Critérios que ajudarão o aluno a realizar, que ajudarão o aluno a autoavaliar-se, que ajudarão o professor a avaliar o aluno, que ajudarão nas reformulações que forem necessárias fazer e critérios que, associados a níveis de desempenho, nos permitem depois tomar decisões relativamente à classificação. E também decorre desta análise curricular que o feedback, essencialmente informal, essencialmente oral, essencialmente no momento em que o aluno precisa dele, com as suas sucessivas fases de feed-up e de feed-forward, será o acompanhamento natural de todo o processo. Ora, então, quando o professor pensa o processo de fazer aprender, o processo que levará os alunos a realizarem mais e melhores aprendizagens, colocando-se questões como o que é importante que os alunos aprendam e transmitindo aos alunos esse percurso, fazendo com os alunos essa contratualização pedagógica que vai permitir que os alunos definam as suas intenções de aprendizagem. Quando o professor seleciona as dinâmicas pedagógicas que mais e melhor permitem o envolvimento dos alunos nas tarefas e a sua participação no processo de monitorização das suas aprendizagens e de caminho nas suas aprendizagens. Quando o professor procura instruções claras para as tarefas que orientem o aluno para a colaboração entre pares e para o trabalho autónomo e orientado, estamos então no terreno propício e mais favorável de uma avaliação usada com intenção formativa, uma avaliação para a aprendizagem, onde não são necessários registros, porque, como dissemos há bocado, é um processo essencialmente informal, feito oralmente, em presença e na hora. E são estas aprendizagens que depois vão ser percebidas numa avaliação com intenção sumativa que esclarecerá o que é que o aluno sabe e é capaz de fazer com aquilo que sabe. E aqui sim, aqui vamos precisar de evidências, aqui vamos precisar de registros, porque é justamente esta avaliação que vai depois ser comunicada aos pais encarregados de educação e às famílias, aos alunos, através de uma associação a símbolos, a rótulos, a notas, a níveis, que é depois o processo de classificação. E das leituras que fizemos, decorre também que se são estas aprendizagens que são traduzidas depois nas notas e nos níveis atribuídos aos alunos, já aquilo que os autores chamam facilitadores académicos, ou seja, os hábitos de trabalho que o aluno tem, a forma como se comporta e os progressos que o aluno realiza. Há toda a vantagem, dizem estes autores, em que para estes dados se utilizem escalas diferentes ou descrições para também elas fazerem parte de um processo de comunicação aos pais e às famílias, mas não misturando, não fazendo o termo traduzido em português que a Suzanne Bruckert usa é miscelânea, não fazendo a miscelânea que muitas vezes as notas contêm. E traduzindo o que eu tentei mostrar-vos neste esquema,
Nós temos então aqui a passagem de um alinhamento curricular, tal como Anderson em 2002 o traduzia, aquele triângulo muito célebre das nossas interações pedagógicas entre os objetivos que estão no currículo, o ensino, a aprendizagem e a avaliação, para um alinhamento curricular alargado, segundo Pasquini, que ouviremos a seguir, esclarece, cujos fundamentos ele esclarece, e que nós tentamos operacionalizar nesta figura em que currículo, ensino, aprendizagem, avaliação formativa, avaliação sumativa e classificação entram em interação, e entram em interação através dos critérios e através do feed-up, do feedback, do feed-forward, portanto, remetendo para a intencionalidade pedagógica e o dia-a-dia da sala de aula. E é assim que terminamos com o desafio que, por exemplo, Thomas Guski nos lança. A consciência de que antes de iniciarmos uma viagem, precisamos de ter ideias claras acerca do nosso destino. O que é que o nosso destino implica, qual é esse nosso destino. E, muito claramente, o nosso destino é a melhoria das aprendizagens, e por isso é que este webinar se chama A Classificação ao Serviço da Aprendizagem e do Ensino. E a consciência de que esta viagem é uma viagem que exige comunicação entre os professores, entre os profissionais do ensino, mas também comunicação com os alunos, mas também comunicação entre a escola e a família, os pais, a quem todo este processo, toda esta mudança conceitual tem que ser esclarecida. Exige colaboração entre os docentes, colaboração entre os alunos na sala de aula, exige formação e exige tempo. E, portanto, é a mensagem final que fica, é de nos centrarmos naquilo que é essencial, é a melhoria das aprendizagens, e de usarmos a classificação também com este propósito de ser um processo útil para os nossos alunos. Muito obrigada por este momento de partilha, e vamos passar então a palavra novamente ao André. Muito obrigado, Fátima. Com efeito, vamos agora dar a palavra ao Rafael. Antes disso, permitam-me que o apresente. O Rafael é doutorado em Ciências da Educação pela Universidade de Geneve. Tem trabalhado na formação inicial e contínua de professores, dando atenção ao estudo das práticas avaliativas de natureza sumativa e, em particular, às práticas de classificação. Neste momento, é professor associado da Alta Escola Pedagógica do Canton de Vaud, em Lausanne, e é membro do Grupo de Acompanhamento, Monitorização e Apoio à Avaliação dos Saberes Escolares, ACES. Tem várias publicações, entre as quais eu gostaria de destacar duas, com o título trazido para português: Quando as narrativas da prática dos professores falam da aprendizagem, publicado em 2013, e o último, Quando a nota se torna construtiva, avaliar para certificar e apoiar as aprendizagens, publicado em 2021. Vamos então ouvir o Rafael Pasquini, que nos trará uma intervenção intitulada Sob que condições a avaliação pode certificar e apoiar as aprendizagens dos alunos. Merci, Raphaël. La parole est à toi. Merci, André. Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup de l'invitation. Je suis très honoré de faire partie de cette formation dans le cadre du projet Maya. Alors, il y a des choses que je vais vous partager par rapport à nos expériences de formation, par rapport aux recherches qu'on a faites, et puis par rapport aussi à
cette idée d'imaginer que même quand les élèves sont notés, eh bien, on peut encore les aider et les accompagner dans leurs apprentissages. Alors, j'ai imaginé une présentation en 5 moments. D'abord une problématique. Ensuite, je vais vous parler de cette fameuse évaluation soutien d'apprentissage. Alors, Fatima en a déjà parlé un peu, mais j'amènerai 2-3 éclairages supplémentaires comme pour les éléments théoriques. Je partagerai avec vous des éléments théoriques qu'on utilise en formation et qui sont relevés par les enseignants comme étant intéressants pour développer des pratiques d'évaluation sommative au service des apprentissages. Et puis après, je vous montrerai une démarche qu'une enseignante a faite en collaboration avec nous, parce que parfois, c'est important de pouvoir rendre les choses un peu plus concrètes. Et puis, comme j'ai compris que vous allez travailler dans vos écoles, dans vos établissements, ben, je ferai une conclusion ouverte pour vous montrer un petit peu aussi, nous, quel type de constat on fait par rapport à ça, à travailler ensemble là-dessus. Alors, la problématique que j'aimerais vous partager, en fait, c'est une histoire. C'est une histoire que j'ai vécue dans une école avec des enseignants de petit degré chez nous, hein, des enfants de 6 à 7 ans, qui faisaient une formation sur l'évaluation. Et puis, un groupe d'enseignantes a dit, mais nous, on a réalisé une démarche d'évaluation sommative très intéressante en art visuel. Et c'est une démarche où on demande aux élèves de dessiner un animal. Donc, on a entraîné les enfants à dessiner des animaux. Alors, ils ont dessiné un renard, ils ont dessiné une grenouille, etc., etc. Et puis, le jour du test, hein, de l'épreuve sommative, eh bien, les élèves devaient dessiner un hibou. Et donc, pour dessiner ce hibou, ils avaient ici une grille de travail, de consignes, dans laquelle il était écrit tout ce qu'ils devaient faire. Donc, par exemple, je dessine la tête sur un tiers et le corps sur les 2 tiers de la feuille. Je dessine 3 ronds les uns dans les autres pour chaque œil, etc., etc. Et puis, les enseignants disent « Ah, mais en plus, on est très, très contente parce qu'on a fait la grille de critères. » Donc, chez nous, dans les petits degrés, il n'y a pas de notes avec des chiffres, il y a des appréciations. Donc, le A correspond à atteint, ce qui veut dire, si j'ai bien compris chez vous, c'est la note suffisante, c'est le 3. Hein. AA atteint avec aisance, LA c'est le maximum, hein, c'est largement atteint, et puis PA partiellement atteint, non, NA non atteint, c'est l'échec. Et puis elles ont repris les consignes qu'elles ont détaillées, et vous retrouvez là dans la grille, la tête occupe un tiers de la feuille, le corps occupe un tiers de la feuille, etc., etc. Et puis elles regardaient le dessin des enfants, puis elles cochaient oui ou non. Après, elles comptaient les oui, et pour avoir réussi, il fallait au moins 9 oui, et après, en fonction du nombre qu'il y en avait, la note, l'appréciation, en l'occurrence, augmentait ou descendait. Et puis, elles étaient très, très contentes, en fait, de ça. Elles disaient, mais c'est fantastique, on a eu des hiboux magnifiques. Mais je pense que peut-être déjà là, par rapport à ce que Fatima a dit tout à l'heure, il y a peut-être des choses qui vous frappent. Donc, on a arrêté la session là. Moi, je suis retourné dans mon bureau et j'ai dessiné un hibou en suivant ces consignes et ces critères. Et j'ai pu dessiner ça. Alors, c'est un hibou un peu spécial, hein, vous voyez, que j'ai réussi à faire en, je sais pas, 4 minutes, et que j'ai montré aux enseignantes la fois où on s'est retrouvés pour la 2e journée de formation. Et elles étaient choquées, en fait. Elles étaient choquées parce qu'elles avaient beaucoup travaillé sur la grille d'évaluation et elles ne comprenaient pas comment, avec des critères aussi précis, des consignes aussi précises, on pouvait dessiner quelque chose d'aussi horrible, quelque part. Alors évidemment, aucun élève n'a dessiné cette horreur, cette chose un peu bizarre, mais ça pose la question, et peut-être que vous êtes confrontés à ça, parce que nous, les enseignants le disent beaucoup, comment est-ce qu'on réagit quand ce que l'élève produit
est complètement à côté de ce qu'on pense que ça peut être. Typiquement, vous voyez un élève qui écrit un texte, vous lui mettez une bonne note, mais le texte, vous le trouvez assez faible. Ou au contraire, vous lui mettez une note insuffisante, mais il y a des bonnes choses là-dedans. Et en fait, cette situation, que j'ai appelée l'effet du hibou, montre à quel point, parfois, eh bien, il peut y avoir un manque de cohérence entre beaucoup de choses qui se passent jusque dans l'évaluation sommative et la notation. Et donc, à ce niveau-là, il faut pouvoir se poser certaines questions. Alors, les questions qui viennent ici à l'esprit, d'abord, c'est quelles compétences ont été enseignées et apprises? Est-ce que quelque part, les élèves ont vraiment appris quelque chose? Parce que là, on voit que si on observe très dans le détail, les élèves, ils devaient juste faire des choses très précises. Une autre question qu'on peut se poser, c'est quelles compétences est-ce qu'on évalue vraiment ici? Finalement, les enseignantes avec qui on a discuté, elles ont eu de la difficulté à dire ce qui était évalué, ce qui avait été enseigné. C'est seulement après un travail important qu'elles ont dit « Ah ben oui, non mais c'est vrai, il y a quand même quelque chose. » Par exemple, on voulait qu'ils utilisent des couleurs. On voulait qu'ils utilisent des contrastes. On voulait qu'ils réalisent des formes. Donc, il y avait des choses, mais elles n'avaient pas été suffisamment structurées dans l'enseignement et l'apprentissage et dans l'évaluation. Une autre question qu'on peut se poser, c'est, il y a beaucoup de critères, mais est-ce que ces critères permettent vraiment d'évaluer quelque chose qui est des arts visuels ou bien autre chose? Des procédures, le respect de consignes, ça c'est un élément très important sur lequel on travaille avec les enseignants. Puis une dernière question à laquelle on peut réfléchir, les élèves vont obtenir un A, un LA ou un NA, mais qu'est-ce que ça dit vraiment en fait de ce qu'ils ont réussi et de ce qu'ils ont échoué? Partons de l'idée qu'on a un système oui-non, on compte les oui pour arriver à la note, mais qu'est-ce qui se cache derrière cette appréciation? C'est très compliqué en fait de le savoir. Donc à partir de là, je vais reprendre un ou deux éléments que Fatima a présentés pour essayer de clarifier un peu deux, trois choses, et puis vraiment d'être très pragmatique et de vous expliquer un peu comment on aborde ces éléments théoriques avec les enseignants. Alors le premier, c'est cette question de assessment for learning, donc cette idée d'évaluation, soutien d'apprentissage. Ce qu'on essaye de montrer en fait avec les enseignants, c'est de dire que tout ce que vous faites en classe est possiblement utilisable pour pouvoir soutenir les apprentissages des élèves. Et on voit ici ce qui est intéressant, c'est cette idée de dire que on va chercher, on va interpréter des informations pour voir si les élèves atteignent les objectifs prévus, les compétences prévues, et au cas où ils n'y arrivent pas, se donner les moyens pour les aider. Et ça, c'est aussi intéressant de souligner que c'est également valable en évaluation sommative. C'est vraiment cet élargissement de l'assessment for learning jusqu'à l'évaluation sommative qui a été développé depuis les années 1994, avec Gibbs par exemple. Et dans ce sens-là, c'est très important d'imaginer que quand vous faites des évaluations sommatives, eh bien, vous n'êtes pas en train de faire la somme d'un certain nombre de choses, ça n'a rien à voir, mais vous êtes en train de faire un bilan après une leçon, une séquence, un sujet, des apprentissages essentiels. Nous, on insiste beaucoup là-dessus, on va y revenir après, parce que il y a des fois ce malentendu sur le fait que l'épreuve sommative finale, le test final, va évaluer absolument tout ce qui a été enseigné. Et en fait, l'idée, c'est plutôt de dire qu'on va porter le focus sur les éléments principaux essentiels. Vous le verrez dans l'exemple, c'est vraiment intéressant, mais ça veut dire que là-dedans, il y a aussi un choix. Et la note qui va sortir de ça, elle va porter, entre autres, sur ces apprentissages essentiels. Si je reprends maintenant ce que Fatima a dit, je vais entrer un peu dans cet alignement curriculaire. Alors, nous, ce qu'on essaye de montrer avec l'alignement curriculaire, c'est que, en fait, l'évaluation, sommative en tout cas, elle fait partie d'un système.
Parce que ce qu'on observe souvent, c'est des enseignants qui donnent des choses à faire à leurs élèves, qui enseignent, les élèves travaillent, idéalement, on est en référence aux objectifs du programme, mais à tout d'un coup, on s'arrête et on fait un test. Et il n'y a pas forcément de rapport entre ce test et ce que les élèves ont vraiment appris. Et donc, avec les enseignants, mais ça, vous pouvez, je pense, y réfléchir aussi, vous, en équipe, dans vos écoles. On commence par leur dire, mais dans cet alignement curriculaire, idéalement, est-ce qu'on fait apprendre ce qui est dans le programme? Et inversement, est-ce que ce qui est dans le programme est enseigné? C'est une première question importante à se poser pour pouvoir avoir cette référence du programme. Le deuxième axe sur lequel on travaille avec les enseignants, c'est de dire, est-ce qu'on évalue ce qui est dans le programme? Et inversement, est-ce que ce qui est dans le programme est évalué? Parce que là, si on évalue des choses qui ne sont pas dans le programme, on a un problème quelque part. On a un problème de référence à des standards qui sont au Portugal, en Suisse, en France, partout, très importants à poursuivre pour, entre autres, documenter la progression des élèves durant la scolarité. Et puis, le dernier axe, mais on peut entrer par plusieurs axes, évidemment, je les prends comme Anderson les a mis, vous voyez, c'est cette idée de dire, est-ce qu'on évalue ce qui a été enseigné et appris? C'est très important d'aller jusqu'à « et appris ». Et d'un autre côté, est-ce que ce qui a été enseigné et appris se retrouve dans ce qui est évalué? Ça, par exemple, au niveau de l'évaluation sommative, ça voudra dire que les élèves, et vous le verrez aussi dans l'exemple, sont dans des tests face à des situations qui ont été déjà abordées, travaillées, de complexité travaillées, abordées en classe. À partir de là, ce qui est très important à comprendre, c'est qu'il faut se diriger vers une définition de l'alignement curriculaire qui montre que la manière dont vous enseignez, la manière dont les élèves sont confrontés à l'apprentissage, le genre d'exercice que vous donnez, le genre de tâche fait partie de l'alignement curriculaire. Donc vraiment, très pragmatiquement, en classe, la manière dont les élèves sont entraînés va avoir un impact sur la manière dont ils vont être évalués et notés. Mais à un moment donné, on s'est aperçu que, et notamment dans mon travail de thèse, on s'est aperçu que dans l'évaluation sommative, il y a deux choses que les enseignants font qu'ils ne font que là. C'est justement utiliser ces fameux critères dont parlait Fatima, et c'est mettre des points. Ça, c'est des choses qu'on ne fait que à ce moment-là. Et puis, il y a une autre chose qu'on fait uniquement à ce moment-là, c'est qu'on doit noter. Une appréciation, une note, un chiffre, une lettre, ça dépend des systèmes. Vous avez des notes de 1 à 5 au primaire jusqu'à la 9e et de 0 à 20. Voilà, ça fait partie de l'évaluation sommative. Et donc, il devient important de développer, en fait, d'élargir cet alignement curriculaire. Alors, en général, ça vient petit bout par petit bout. Là, je ne peux pas venir petit bout par petit bout, donc j'y vais tout tranquillement. En fait, ce que vous observez, c'est qu'on est maintenant concentré sur le test de l'élève. On essaye de réaliser si ce test reste cohérent dans l'alignement curriculaire. Donc, on part de l'alignement curriculaire qui est en rouge. C'est-à-dire, est-ce qu'entre le programme, les apprentissages et l'évaluation sommative, il y a une cohérence? C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, si on a travaillé avec les élèves la compétence de comprendre un texte, est-ce que les apprentissages ont permis de comprendre ce texte? Et est-ce que l'évaluation sommative évalue la compréhension de texte? Si c'est bon, il faut maintenant qu'on ouvre ce qui se passe dans le test. Et c'est ce qui est en jaune. Donc, si vous voulez, on peut prendre une loupe, on regarde ce qu'il y a dans le test, et ce qui est en jaune, eh bien, c'est déjà les compétences qui sont évaluées dans l'épreuve. Ça, c'est important à imaginer parce que par rapport à ce que je disais tout à l'heure, on fait l'hypothèse qu'on ne va pas évaluer toutes les compétences qui ont été enseignées et apprises. On va se concentrer sur un certain nombre d'entre elles. C'est pour ça qu'on va appeler cette partie-là la référenciation restreinte. Vous verrez, c'est comme ça que l'enseignante a travaillé. Donc, je choisis les compétences, les objectifs
les contenus que je vais évaluer dans l'épreuve. Et puis après, je vais en fait construire l'épreuve avec des tâches, si possible, complexes, si possible, en rapport avec les objectifs. Je vais devoir après déterminer un certain nombre de critères, de mettre des points ou de faire ce qu'on va appeler une pondération mixte des critères avec des points que vous connaissez, je pense, probablement. Et puis, je vais devoir construire ce qui va faire la note, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est un 3 sur 5, qu'est-ce que c'est un 10 sur 20, à quoi ça correspond. Nous, ce qu'on travaille avec les enseignants, c'est de dire que ce système, il peut répondre à certaines questions. Par exemple, ici, vous voyez, est-ce qu'on voit que les compétences sont évaluées dans les exercices qu'on donne? Et inversement, est-ce que les exercices qui sont dans le test sont en rapport avec les compétences? Puis là, on voit que ce n'est pas toujours le cas. Donc, il faut bien vérifier cet alignement curriculaire. Dans la 2, on va regarder si ces compétences sont décrites dans les critères. Qu'est-ce que ça veut dire comprendre un texte? Ça peut vouloir dire résumer une partie, ça peut vouloir dire faire une inférence sur quelque chose, ça peut vouloir dire résumer un ordre chronologique, etc., etc. Et inversement, est-ce que les critères décrivent les compétences? C'est toujours un questionnement qu'on va appeler dialectique. Ici, sur la relation 3, on va se dire, tiens, est-ce que les tâches, elles vont amener à donner un poids à l'apprentissage qui est en lien avec la complexité? C'est-à-dire, est-ce que dans les tâches, je vois ce qui est important à réaliser par l'élève, et est-ce que je peux critérier ça ou mettre des points à ça? Et inversement, vous avez compris, est-ce que le poids des apprentissages évalués correspond à ce qu'il y a dans les tâches? Puis après, on arrive sur cette partie de la notation qui est très complexe et qui est principalement l'objet en fait de ce webinaire, qui serait de dire, mais est-ce que dans les descripteurs des échelles, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est un 10, qu'est-ce que c'est un 12, au primaire, qu'est-ce que c'est un 3, qu'est-ce que c'est un 4, est-ce que c'est un 5, est-ce qu'on voit des traces de ce qui a été travaillé dans les tâches? Et inversement. Et, dernier élément, est-ce que les critères permettent de décrire les échelons de la notation? Et est-ce que les échelons ne sont pas juste un total de points, mais se réfèrent à des critères? On peut dire par exemple, tiens, pour comprendre un texte, eh bien, tu dois pouvoir valider ce critère-là, ce critère-là et ce critère-là. Donc ça, c'est un système. On n'est pas obligé d'entrer par le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 dans l'ordre, mais c'est un système qui permet de réfléchir cette correspondance, comme je vais essayer de vous le montrer dans l'exemple tout à l'heure. Donc, quand on parle d'alignement curriculaire élargi, on parle de cette cohérence du système dont le test, dont l'épreuve sommative, entre les différentes composantes que je vous ai expliquées tout à l'heure. Donc, pragmatiquement, beaucoup d'enseignants nous disent « Ouh là là, ça c'est très intéressant ce que vous racontez, mais comment je fais maintenant, demain, concrètement ?» Eh bien, maintenant, demain, concrètement, et c'est quelque chose que vous pourriez faire en équipe aussi, c'est très important de toujours partir dans une flexibilité par rapport au contexte, vos élèves, le nombre d'heures d'enseignement que vous avez, les manuels à disposition, la difficulté du sujet, etc., de se dire, d'abord, je détermine les compétences du programme que j'aimerais que mes élèves puissent atteindre. C'est vraiment la cible dont parlait Fatima tout à l'heure. Après, c'est de dire, tiens, est-ce que pour cette compétence-là, je prends toujours l'exemple de comprendre un texte, est-ce que je vois qu'il y a des critères importants qui vont être nécessaires à valider pour dire que l'élève comprend ce texte? Donc, vous voyez, on fait vraiment le travail par rapport à l'apprentissage. Puis après, on va construire des situations d'apprentissage qui sont alignées avec ces compétences et ces critères. Si par exemple, des enseignants disent « Ah tiens, on veut travailler le résumé avec ces élèves-là parce que le résumé fait partie d'une attente pour comprendre un texte », eh bien, on va leur donner des tâches qui leur permettent de travailler le résumé. Puis après, petit à petit, au fur et à mesure, on récolte les informations sur ces apprentissages tout au long de l'enseignement en pensant aux attentes, aux critères, pour la certification. C'est-à-dire que si on travaille le résumé, et qu'on voit que c'est important que les élèves développent des apprentissages sur ce résumé, on va leur donner des tâches qui leur permettent de travailler le résumé. Puis après, petit à petit, au fur et à mesure, on récolte les informations sur ces apprentissages tout au long de l'enseignement en pensant aux attentes, aux critères, pour la certification. C'est-à-dire que si on travaille le résumé et qu'on voit que c'est important que les élèves développent des apprentissages sur ce résumé,
ben, peut-être qu'il y aura un critère sur le résumé dans le test final. Et à la fin, ben, on peut élaborer des situations de certification en lien avec ces critères, l'enseignement, les tâches et le contexte. Donc ça, si vous voulez, c'est vraiment ce que les auteurs appellent une planification à rebours, parce qu'on ne part pas de ce que les élèves vont faire, on part de ce que les élèves doivent développer à la fin et on revient en fait euh, vers une réflexion profonde sur les apprentissages. Et donc là, nous, ce qu'on imagine comme définition pertinente pour les critères, ça vient de Harlan, qui a beaucoup travaillé sur ces questions de notation critériée. Ben, le critère, en fait, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une expression de vos attentes par rapport aux apprentissages importants que vous avez envers vos élèves. Et je pense que là-dedans, il y a deux choses qui sont importantes à avoir à l'esprit. D'abord, c'est le fait qu'il y a des apprentissages importants, des dimensions clés de l'apprentissage. On y revient, hein. Pas tout se vaut, il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres, et c'est là-dessus qu'on va aussi documenter le progrès des élèves. Puis après, il y a un autre élément que je trouve très intéressant, c'est le fait que vous avez tous, comme enseignants, enseignantes, des attentes. Vous savez, avec votre expérience, votre connaissance des programmes, qu'est-ce qu'on peut attendre des élèves. Le critère, en fait, va vous demander d'expliciter ces attentes dans des outils, des grilles, dans les communications avec les élèves, comme on parlait Fatima tout à l'heure. Donc, quand on parle de notation constructive, ce qu'on envisage, et en référence au modèle que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est l'idée de se dire que une note est constructive d'abord quand elle se réfère à des critères qui décrivent des compétences. Ça, c'est vraiment très important, et qui sont évaluées dans des tâches complexes. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que le critère est vraiment l'outil principal qui permet de mettre la qualité en avant et de dire à des élèves, comme vous le verrez tout à l'heure, voilà, je peux te dire où tu réussis et où tu échoues encore et comment on va te faire progresser. Puis le deuxième élément, c'est que cette manière de critérier les notes permet de faire des feedbacks aux élèves, comme je le disais, surtout sur ce qui est encore en construction, de manière à ce que petit à petit, les élèves puissent s'approprier aussi la marge de progression qu'ils ont et développer des stratégies d'autorégulation. Alors maintenant, je vais vous partager un exemple de démarche évaluative. Donc, il a été réalisé par une enseignante qu'on va appeler Mélina, qui travaille dans un établissement ici à Lausanne, avec des élèves de 6e année qui ont 8-9 ans. Donc, c'est une année assez importante chez nous. C'est une enseignante qui a une classe de 20 élèves avec beaucoup d'élèves issus de la migration, donc un contexte multiculturel, 3 élèves qui ont des besoins particuliers. Et c'est une enseignante qui a travaillé avec son équipe sur ce qu'on appelle, nous, le récit de vie. C'est-à-dire, voilà, on raconte, on écrit des éléments de sa vie quotidienne. Donc, elle a voulu travailler là-dessus pour éviter l'imaginaire, hein, que les enfants imaginent, parce que pour elle, l'imaginaire, c'est compliqué pour certains élèves en difficulté. Et donc, sur le long terme, elle a beaucoup fait écrire ses élèves dans un journal. Chaque élève avait un journal, et depuis le début de l'année, elle leur demandait d'écrire des choses qu'ils faisaient ensemble. Hein. Ils étaient allés visiter une ferme avec des animaux, un petit texte sur leurs vacances. Enfin, donc, si vous voulez, c'est du long terme. Et elle structure en fait les étapes avec des grilles de consignes, hein, de travail assez précises par rapport à ses objectifs. Et là, elle travaille avec les élèves de manière à ce qu'ils soient familiarisés à cette manière de faire. Là, vous avez par exemple une démarche formative qu'elle a faite avec des élèves où elle a une grille, hein, où ils doivent expliquer des choses qu'ils ont vues dans un musée, qu'ils sont allés visiter. Ils doivent aussi dire quelques mots sur comment ils ont compris l'exposition au musée. Et puis, il y a le texte en dessous. Et puis, elle va vers eux et elle valide les choses. Elle discute avec eux de est-ce que c'est bien fait, pas assez bien fait, est-ce que tout ce qu'elle voulait figure. Et puis arrive le jour, en fait, où elle
travaille sur l'évaluation sommative. Alors, on n'a pas pu évidemment tout traduire, donc moi je vais essayer de vous mettre en évidence les points forts, si vous voulez. Donc, dans une démarche de planification à rebours, en fait, Mélina, elle s'est dit, il y a un objectif ici qui est d'écrire des textes. Et puis, il y a un autre objectif qui est de travailler la technique de la langue. Et puis, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a sélectionné ici plusieurs objectifs du programme qu'elle a enseignés et qu'elle va évaluer. Il y en avait beaucoup d'autres, mais elle a déjà fait ce choix de se concentrer en fait sur un certain nombre d'objectifs. Alors, par exemple, ils ont dû élaborer un contenu de texte à l'aide de documents écrits ou bien d'enregistrements suite à la visite du musée qu'ils ont faite. Par exemple, ils ont dû produire des énoncés avec une syntaxe correcte, etc., etc. Et puis, vous voyez que là, il y a des apprentissages généraux. Là, on a des apprentissages sur le genre, hein, par exemple, choisir un titre. Et puis là, il y a des apprentissages sur la technique de la langue. Par exemple, elle leur dit d'utiliser la majuscule et la minuscule, hein, majuscule en début de phrase. Et puis, ce qu'elle a fait, Mélina, c'est qu'elle a critérié ces éléments dans cette colonne qui est là. Donc, par exemple, j'en prends un. Un des critères de choisir un titre, c'est le texte comporte un titre en lien avec le sujet étudié. Donc, elle a critérié ces éléments-là. Et puis, ce que vous voyez en jaune vont devenir les critères essentiels pour obtenir la note de 4. On va voir ça tout à l'heure dans la grille. Donc, elle a construit en fait la note de 4, qui chez vous serait 3, sur des critères incontournables, importants pour elle, mais qui sont uniquement sur la construction du texte. Et puis, on va le voir, elle va utiliser les critères qui sont là en blond, qui sont des critères plutôt techniques ou sur le genre de texte, mais un petit peu plus complexes, pour permettre aux élèves d'aller dans les notes au-dessus de 4, donc 4,5, 5, 5,5 et 6. La situation, en fait, elle est relative à une visite qu'ils ont faite au musée. On retrouve toujours la même structure de grille d'écriture. Et puis, la tâche consistait, avec ce réservoir de mots, ils étaient allés voir une exposition sur les premiers humains dans les Alpes, eh bien, ils devaient rédiger un texte avec un texte en lien avec la photo, quand ça se passe, où ça se passe, 5 phrases correctes, un titre en rapport avec le texte, etc., etc., etc. Donc, elle a bien aligné ses consignes avec ses objectifs. Et puis, là, on voit un élève dont on va vous parler, qui est une élève passablement en difficulté, qui a complété, en fait, je l'ai fait à l'ordinateur, mais elle a complété, en fait, sa grille comme guide pour écrire le texte. Et puis, cet élève écrit ce texte-là. Alors, juste pour votre information, c'est une élève qui a quelques difficultés en technique de langue, en production encore plus. Donc, c'est une élève qui a de la difficulté, en fait, à construire des textes. Mais grâce à cet outil, elle a écrit un texte qui est quand même intéressant. On voit que Mélina a travaillé avec la correction de manière très ciblée. Des fois, elle regarde l'accord entre le sujet et le verbe. Des fois, elle regarde la syntaxe. Donc là, on pourrait entrer plus finement. On ne peut pas difficilement le faire ici, mais c'est intéressant de voir comment elle corrige. C'est un texte qui est assez intéressant. Je peux vous en lire 3 lignes. Le 19 novembre, on est allé au musée, au Palais Rumine, c'est le musée de la Riponne, c'est le nom du musée à Lausanne. Là-bas, on a travaillé sur Ötzi. Ötzi, c'était un des premiers humains qu'on a découvert. L'animatrice, c'était Lucille, elle était gentille. Il a mangé 4 repas avant de mourir et ils ont retrouvé ces repas dans son système digestif. Donc, vous voyez, elle est très descriptive. Et puis, en fait, Mélina a évalué sa production comme ceci. Pour elle, vous voyez que tous les critères jaunes minimaux pour être suffisants, donc chez nous obtenir la note 4, ont été validés. Donc l'élève a été capable de construire un texte, récit de vie, de manière tout à fait adéquate.
Par contre, vous vous apercevez que une grande partie des critères de technique de langue n'ont pas été validés. Raison pour laquelle cet élève a obtenu la note de 4,5, puisqu'elle a eu les 7 critères de base, plus à l'arrivée, ce que Mélina proposait, c'est-à-dire 1 à 2 critères supplémentaires. Ce qui est intéressant dans cette épreuve, c'est de voir que, avec cette démarche qualitative, eh bien, Mélina a pu faire un retour à cet élève qui est très centré sur l'apprentissage. Elle a pu lui montrer dans cette grille ce qui fonctionnait bien, ce qu'elle maîtrisait, et ce qu'elle devait encore travailler, c'est-à-dire, très pragmatiquement, les questions de technique de langue. Si on était dans une évaluation traditionnelle, ben vous voyez que tout se serait mélangé, et très probablement, cet élève n'aurait pas réussi. Très probablement qu'elle aurait eu des points qui auraient été très négativement pris dans le total de points et auraient participé à son échec. Or là, on voit, comme je disais tout à l'heure, on est dans une perspective de notation constructive parce qu'on peut dire à l'élève ce sur quoi il a été performant, compétent, et ce sur quoi il ne l'est pas encore, et continuer à travailler avec lui, avec elle. Et en l'occurrence, cette élève était tout à fait contente d'avoir ce résultat parce qu'elle était plutôt habituée à avoir des très mauvaises notes avec ses autres enseignants qui mélangeaient un petit peu tout dans les évaluations. Donc, je pense que ce qu'il vous faut garder à l'esprit, c'est cette idée que Mélina peut réussir cette démarche-là parce qu'elle a déjà une réflexion très approfondie sur les compétences qu'elle veut développer avec ses élèves, qu'on retrouve évidemment dans cette épreuve ici. Vous voyez qu'il y a un gros travail ici qui a été fait. Ce travail, il est ensuite référencé de manière restreinte pour l'épreuve, mais il y a toujours cette précision sur l'apprentissage et les critères qui décrivent les objectifs. Donc à partir de là, c'est à ces conditions qu'on peut développer ce type d'outil. Maintenant, pour terminer, je vous partage peut-être un certain nombre d'éléments qu'on a observés dans la littérature, dans les formations et dans les recherches qu'on mène. La première chose, c'est que par habitude, les enseignants ont plutôt tendance à entrer par l'activité, parce que les élèves vont faire. Si on veut travailler sur une évaluation soutien d'apprentissage jusque dans la certification, on voit que c'est très important de commencer par se dire quels sont les apprentissages auxquels on veut amener nos élèves. Après, peut-être qu'en référence à l'alignement curriculaire élargi, ce questionnement peut vous permettre de vous positionner, de mettre des mots en fait sur qu'est-ce qui est cohérent, pas cohérent, et en quoi vous pouvez travailler à cette cohérence. Et puis, un dernier élément, les critères sont vraiment des éléments fondamentaux qu'on encourage à utiliser au quotidien avec les élèves. Mélina, par exemple, dans cette épreuve-là, déjà dans ses démarches formatives, elle communiquait avec ses élèves en disant, voilà, on travaille le titre. Un titre, c'est important, ça doit être en rapport avec le texte. Donc, très rapidement, elle verbalisait les critères parce qu'elle savait qu'à l'arrivée, dans le test final, eh bien, ils allaient compter. Et donc, les critères ne devraient pas arriver le jour du test, mais être déjà mis en scène, si je peux dire, dans des tâches au quotidien dans l'apprentissage. Voilà, moi, j'aime beaucoup cette phrase de ces auteurs américains, Dufour et collègues, qui montrent qu'en fait, dans tous les systèmes, nous continuons à avoir trop d'échecs scolaires. Il y a trop d'échecs scolaires, il y a trop d'élèves qui n'arrivent pas à suivre, il y a trop d'élèves qui ont de la difficulté en fait à atteindre les exigences des systèmes. On sait aujourd'hui qu'un des facteurs de ça, ce sont des pratiques d'évaluation qui ne sont pas forcément toujours cohérentes et alignées. Et je trouve intéressant cette idée de se dire, tiens, on ne peut pas rester les bras croisés. Donc, si modestement ce webinaire vous aide parce que vous ne restez pas les bras croisés, mais à engager la réflexion sur l'évaluation du point de vue de l'alignement curriculaire, eh bien, j'en serais très heureux.
Et je pense que tous vos élèves vous en remercieront, comme on a des témoignages d'enseignants qui nous disent, mais en fait, c'est ça qui est le plus génial, c'est que cette élève-là, elle était tellement heureuse de faire un bon résultat et elle était tellement heureuse de voir qu'elle pouvait réussir aussi. Et ça, c'est peut-être la plus belle des récompenses. Voilà, merci beaucoup de votre attention et bon travail, j'espère. Merci, Raphaël. J'aime beaucoup. Je crois que nous avons tous bien apprécié ta présentation, claire, motivante et certainement très utile pour tout le monde. Je ne peux pas m'empêcher de te poser des questions. Et la première, c'est la suivante. Comment une seule note chiffrée peut-elle soutenir vraiment l'apprentissage, donner en retour le feedback et surtout guider les élèves dans une démarche positive et effective de réussite? Alors, ce qu'on observe, c'est que minimalement, elle se base sur des critères. Ça, c'est vraiment la condition première, parce que le critère permet de mettre en avant la qualité. Si on n'a pas de critères, ça devient difficile de formuler des feedbacks et de pointer ce qui est en construction ou acquis, parce que c'est un peu noyé dans des exercices, dans des points. Et ça, c'est vraiment quelque chose, on en parlait encore aujourd'hui avec un enseignant, ça, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental. Après, on peut avoir des critères et des points. Mélina aurait pu mettre des points, mais sans les critères, c'est compliqué. Et, je n'ai pas eu le temps de développer, c'est là aussi la complexité du travail. C'est formuler ces critères. C'est comment est-ce qu'en équipe, idéalement, Fatima, tu l'as dit aussi, comment est-ce qu'idéalement, on peut travailler tous ensemble sur ces attentes par rapport à l'année de nos élèves, par rapport à la discipline, etc., etc. Et nous, ce qu'on essaye de faire, par exemple, avec les enseignants qui engagent la réflexion, c'est déjà de leur dire, essayez de travailler déjà sur quelque chose où vous avez déjà des critères. Typiquement, écrire des textes. Parce qu'ils connaissent déjà. Et ça peut être une entrée qui est intéressante. Mais pour répondre à ta question, vraiment, on a des récits, enfin, on a des écrits encore très, très récents de Brookhart, entre autres. Le critère est incontournable. Après, ça reste une note chiffrée, mais on peut dire, voilà, tu as fait 3, c'est juste bien, mais il y a encore ça que tu dois travailler pour progresser. Et petit à petit, alors là-dessus, on n'a pas énormément de données, il faut être assez clair, mais petit à petit, l'hypothèse forte, c'est que les élèves, en fait, s'approprient ce système et soient aussi à même de comprendre pourquoi ils réussissent et pourquoi ils échouent. Parce que ça, c'est quelque chose qui est vraiment très communément partagé, documenté. Les élèves, quand ils réussissent, ils sont très contents. Quand ils ne réussissent pas, ils ne sont pas contents. Mais ils comprennent souvent pas pourquoi ils ne réussissent pas, en fait, du point de vue de l'apprentissage. Puis ça, c'est un problème, je pense. Ok, merci. La deuxième question, c'est la suivante. Comment construire une évaluation sommative basée sur une approche critériée, comme tu parles, si toujours on ne trouve pas les critères dans le curriculum? Partir des objectifs, des compétences. Là, par exemple, nous, les enseignants doivent faire un énorme travail parce que notre curriculum ne donne pas les critères. Il donne les compétences. Et à partir de là, c'est aux enseignants de faire un travail de se dire, tiens, comme j'ai montré là dans l'exemple, OK, ils doivent écrire un texte d'un genre particulier. Est-ce qu'avec le curriculum, on peut voir comment décrire ces compétences qui vont devenir des critères? C'est ça, en fait, l'idée. Implicitement, ils le savent. Ils savent tous, voilà, qu'est-ce que c'est un bon récit de vie. Après, la difficulté, comme je le disais, c'est de l'expliciter dans la grille, avec des critères qu'on comprend, qu'on peut utiliser, qui servent de communication et qui vont servir à dire 3, 5, 2. Mais c'est vraiment partir du curriculum et moi je pense cette idée de démonter en fait la compétence. C'est un peu l'idée de la planification à rebours aussi. Merci, Raphaël. C'était fantastique. Alors, je crois qu'on profite tous de ton présentation et de la présentation de Fatima. Et à bientôt. J'espère que nous pouvons
travailler avec toi dans autre contexte, peut-être avec nous ici au Portugal. Mais avec plaisir. Merci encore de l'invitation. Ok. Terminamos aqui o nosso 6º webinar do Projeto Maia, dedicado à classificação. Espero que tenha sido um momento útil e esclarecedor. Certamente ficaram muitas questões, mas também ficaram muitos contributos que nos ajudarão a pensar e até a mudar as nossas práticas de classificação, sobretudo no propósito fundamental de garantir sempre que o maior número possível de alunos aprende o máximo possível. Agradeço a todas e a todos os participantes pelo tempo que dedicaram a este webinar, o qual, tal como os anteriores, ficará disponível no site do Projeto Maia para ser visto, discutido e usado em diversos contextos. Estamos disponíveis para perguntas e comentários adicionais ou fornecer outros apoios no âmbito desta temática, para a qual temos também no nosso site disponíveis outros materiais de apoio. Agradeço novamente e desejo a todas e a todos um excelente resto de dia.